Salut à tous, bienvenue pour cette 28e émission de Golasso TV. Alors vous aurez peut-être reconnu ma voix, c'est Mathieu. C'est moi qui présente l'émission aujourd'hui. On va parler du premier titre donné cette saison, enfin le deuxième titre officiellement, après la Super Coupe. Donc c'est le championnat d'hiver, la Coupe de la Ligue, qui a sacré le Sporting Club de Braga. Quelle saison incroyable du Sporting Club de Braga. On va revenir sur les déclarations de Conceição aujourd'hui après cette défaite, cette deuxième défaite en finale de Coupe de la Ligue pour Sergio Conceição à la tête du FC Porto. Et on reviendra, on fera un petit tour sur la Ligue Anoche aujourd'hui, sur le début de la Ligue Anoche et donc du match de Benfica hier hier officiellement parce qu'on enregistre lundi, face à Paços Ferreira. Et donc pour m'accompagner ce soir, on a nos cracks habituels. Louis, comment tu vas? Salut Mathieu, Enfin, je te dis ça comment va tu pas vas, très mais bien et ça va pas très bien et je vais pas demander comment tu vas toi, je suppose que moi ça va. tout va bien dans le meilleur des mondes entre guillemets pour toi. Ça fait toujours plaisir de gagner une coupe, on va en parler. On a un autre portiste avec nous aujourd'hui, Marc. Comment tu vas, Marc? Bah écoute, ça va très bien. Le Servette FC a gagné à la Maladière contre Neuchâtel Xamax pour la première fois depuis 17 ans, la Maladière. Ah, ouais. Ça Quelle va saison très très du bien. Servette? Quelle saison du Ah Servette? ouais, quelle remontée, c'est un peu le Famalicão du championnat suisse. Non, alors, blague à part, oui, ça va bien. Côté helvétique, côté lusitanien, ça va un peu moins bien. Je pense que on fera le tour avec Louis tout à l'heure. Bah oui. Et on a avec nous le fondateur de Trigger, Alex Rivero. Alex, comment tu vas? Bah, ça va super bien. Je suis ravi de pouvoir parler de foot portugais et du coup de foot suisse avec vous. Donc, grâce à notre marquis, pas national du coup. Et voilà, Waouh. moi ça va super bien et voilà, gros plaisir d'être là encore une fois. Bah, super, les gars. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, on va revenir sur cette finale. On va pas revenir sur les demi-finales de la semaine. Donc, Braga a gagné le Sporting en milieu de semaine mardi, 2-1, un but de Paulinho à la 90e minute de jeu pour offrir cette première finale de Braga en Coupe de la Ligue à domicile. C'était la troisième après 2013 et 2017. Et pour l'FC Porto, c'était la quatrième. Alors il y a eu 2013, il y a eu 2019 l'année dernière, il y en a eu en 2011 ou 2010, je sais plus, Louis, pour l'FC Porto. Et C'était 2010 et ouais, on je avait crois que c'est perdu contre vous. 2010. Non, 2013, tu perds contre nous. Là ça c'est 2013 Et pardon. 2010, tu perds contre Et Benfica, peut-être. Ouais. là c'était la première celle-là. Ouais, en effet, je crois que c'est ça. Ouais, bon, Exactement. ce trophée ne valait rien à cette époque-là. Encore moins que maintenant, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, miracle, samedi dernier, Braga gagne donc, malgré cette saison si incroyable en championnat, si bizarre. Braga remporte la Coupe de Ligue face au FC Porto, bat le FC Porto 2 fois en une semaine, bat le Sporting entre-temps. Pour un club comme Braga qui d'habitude avait un mal tellement fou à gagner face aux grandes équipes de notre championnat, notamment Porto, parce que ça faisait quand même 4 ans que Braga ne battait pas Porto, et en une semaine on a battu Porto 2 fois. Donc des choses qui sont un peu inexplicables parfois. Si elles sont explicables par ce qu'a fait Ruben Amorim, donc on va revenir dessus. Louis, est-ce que tu veux commencer? On va d'abord analyser le match. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce match à proprement parler? Moi, j'ai pas forcément l'impression que Porto méritait bien sûr de perdre à la 95e. Après, c'est le foot. Même si on sait qu'au tir au but, c'est pas la meilleure équipe sur ces dernières saisons. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette finale face à Braga? Alors ouais, du coup, je suis assez d'accord avec toi du fait que tu disais que on méritait pas forcément la défaite et encore moins la dernière minute. Mais j'ai trouvé notre match un peu plus pauvre que le match qu'il y avait eu en championnat. Je sais pas si tu es plutôt d'accord Ouais, avec je moi. suis, je suis d'accord. Ouais. Et j'ai trouvé beaucoup plus pauvre au niveau du jeu, au niveau d'occasions créées, au niveau de l'envie, tout simplement. Tu avais sorti une petite stat assez intéressante tout à l'heure en off qui disait que c'était que Diogo Costa qui avait réussi le plus de passes vers l'avant, c'est ça, il me semble. Ouais. Ce que Marquinhos, tu avais ouais. dit, ça reflète quand même assez
bien le manque de production de jeu du côté de Porto. Bah, je me suis entre guillemets quand même ennuyé. J'ai raté les 20 premières minutes, mais sur le reste du match, j'ai l'impression que c'était pareil. En fait, j'avais pas vu, je me suis pas dit à une certaine minute de jeu, ouais, ça va un peu mieux, on va essayer d'en mettre un, etc. J'ai trouvé ça assez nonchalant et naze, clairement, Bien moins bien que le match de totalement. vendredi dernier qu'on avait commenté la semaine dernière. Qu'on avait commenté Qui la était semaine même dernière plus aussi. plaisant à regarder du Ouais, coup, parce qu'on avait vendu et qu'on avait dit que c'était un très bon match. Et là, pour le coup, le match était assez fermé et pas très sympa à regarder pour un spectateur lambda. ouais, surtout sur la deuxième mi-temps, parce qu'au final, sur le championnat, t'avais des 3 points à gagner, alors qu'en fait, sur la deuxième mi-temps, si tu faisais match nul, t'allais au penalty. Donc, c'est vrai que la configuration du match n'était pas la même, et donc c'est normal que ces données, peut-être ces 20 dernières, C'est quoi, peut-être vrai. cette deuxième mi-temps, je trouvais qu'il était vraiment moyenne. Mais si on revenait juste un peu sur la première mi-temps côté Braga, il y avait un seul changement par rapport au match face au Sporting, c'était Paline qui revenait dans le 11 parce qu'il ne pouvait pas jouer face au Sporting parce qu'il est prêté encore par le Sporting. Et donc c'est Novage qui a fait un immense match face au Sporting et qui était donc sur le banc, donc Paline a retrouvé sa place, donc c'était le seul changement. Galeno était de nouveau titulaire à la place de Trinquant, même s'il est sorti vite parce que c'est vrai que son match face au Porto était moins bien que face au Sporting. Donc ouais, première minute, bah, t'as pas vu les 20 premières minutes, mais pourtant c'était les meilleurs de Braga. Enfin, je trouve sur le match, Ah bah, c'est clairement les meilleurs de Braga. C'est là où on a les fameuses deux très grosses occasions, bah, les deux occasions de Ricardo Horta qui touche la barre ouais, ouais. en 7ème minute de jeu, J'ai je vu crois. après, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, et après t'as l'occasion de nouveau de Ricardo Horta sur une très belle passe en entrée de Paulinho. Donc oui, une pression qui était quand même. Braga avait quand même commencé son match à bien presser le FC Porto. Sur les 20 premières minutes sont clairement pour Braga, je trouve. La première période était clairement pour les rouges et blancs. Et ensuite, c'est vrai que Porto est de plus en plus rentré dans son match. Physiquement, c'était plus compliqué pour Braga. Porto est rentré petit à petit dans son match sans être extraordinaire, mais en rentrant bien rentrant dans son match, en ayant cette occasion incroyable de Tiquinho sur la barre et de Corona et de Tiquinho qui est encore aujourd'hui, je me demande comment il fait pour pas la mettre. Parce que là, il est vraiment à un mètre des cages. C'était pire qu'un penalty. Et voilà, donc au final, la première mi-temps équilibrée, et la deuxième mi-temps, en fait, a été équilibrée par les nombres d'occasions et par ces deux occasions à la fois de Luigi et donc de Tiquinho pour Porto et à la fois et de la double occasion d'Horta pour Braga. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était largement moins bien, il y avait beaucoup moins d'intensité. Braga a reculé un petit peu, sauf à la fin du match, et je vais en reparler, où c'était un peu plus plaisant. Et Porto, c'est vrai qu'au final, en deuxième mi-temps, et par la tête de Soares, il n'y a pas grand-chose à retenir. C'est vrai que c'est un match en deuxième mi-temps, en tout cas très fermé. Il y a eu peu, attends, je reprends vite rapidement les stats, c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Il y a eu 11 frappes à 9 du côté de Braga. Un taux de passe quand même réussi du côté du FC Porto qui est en dessous des 70%, ce qui est quand même pas beaucoup. Qui est pas beaucoup Et du ce qui est tout. rare d'un autre côté. Braga qui a un duel de plus. Qui a gagné un duel de plus, donc c'est vrai que c'était un match assez physique, pas très tactique non plus, pas très technique, enfin, pas très technique, c'était un petit peu haché, il y a eu beaucoup de fautes. Et au final, ouais, il y a cette fin de match qui je trouve. Enfin, je pense que beaucoup de gens diront, ouais, c'est un peu chanceux de marquer quand même à la 90e minute de jeu, parce que tu as eu voilà, cette frappe de France-Sergio qui arrive à la dernière, qui est contrée par Malafa, qui arrive dans les pieds d'Horta, on sait pas trop comment il fait. Mais franchement, je trouve que cette action-là, en fait, si on revient vraiment au tout début de l'action, il y a ce duel gagné de Wallace sur Tiquinho Soares, qui fait toute la différence pour moi par le fait Mhm. qu'il soit au marquage si haut au final dans le terrain. Au marquage individuel de Tiquinho Soares, c'est une configuration qui a donné 3 buts sur les 3 derniers matchs pour Braga face au Grand. Le premier but, le deuxième but de Braga à Porto, ça a été arrivé sur une récupération de Victor Tormena très haut sur le terrain et qui avait donné le corner puis le but de Paulinho. Face au Sporting, le premier but arrive aussi d'une intervention de Victor Tormena, très très haut sur le terrain qui gagne le ballon et ensuite transition offensive. Et là, bah, ça a été exactement la même chose. Récupération de Wallace très haut sur Tiquinho Soares qui gagne son duel et ensuite transition offensive dans des espaces un peu plus réduits. Et certes, il y a eu la frappe de contrée de France Sergio. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que depuis que Ruben Amorim est arrivé, on le voit assez fréquemment. Et donc c'est pas, au moins sur ce point-là, je trouve que c'est pas du tout lié au hasard et que ça a quand même donné un but. Et ce but-là, il est vraiment très très important
du côté de Braga, parce que voilà, ça donnait Bah un titre. pour résumer, l'image que tu dis, elle est assez réelle quand même. On a senti que Braga avait plus envie de gagner que Porto durant ce match quand même. Sur la fin de match, ouais, j'ai trouvé. Franchement, quand il y a, C'est là que tu voyais la différence, c'est voilà, là que ça s'est fait d'ailleurs pour moi. j'ai l'image de deux coups francs qui sont joués rapidement. C'est-à-dire que t'as pas à chercher à gagner du temps en disant, allez, c'est bon, on est à la Ouais, 90e, on va chercher les exactement. pénaltys. T'as l'occasion de Raúl Silva à la dernière, 2 minutes avant le but, sur la barre, Juste avant, ouais, juste avant. qui arrive. Donc c'est aussi une preuve que Braga a quand même cherché jusqu'à la fin de marquer ce but et pas d'aller chercher les pénaltys. Euh, et que ça soit face au Sporting ou face à Porto, parce qu'au final, on se souvient face au Sporting, Silas c'était déjà prêt à faire rentrer Renan pour les pénaltys, pour Mhm. revivre ce qu'on avait vu l'année dernière, sauf que c'est pas arrivé cette fois-ci, grâce à Poligno. Donc sur le match en lui-même, voilà, c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant de parler je trouve du match peut-être de Porto face à Guimarães, qui a été un plutôt beau match au final, avec le scénario à la fin et la victoire et le but refusé de Guimarães à la fin, et même le match de Braga face au Sporting, j'ai trouvé plus intéressant, mais on va pas revenir sur les demi-finales. Sur le match en lui-même, j'ai peut-être quelques individualités à mettre en exergue. Louis, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, 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 franchement, non, non, pas grand-chose. Je pense qu'on a dit quand même la principale raison qui était le manque d'envie du côté de Porto et le brouillon qu'il y avait durant le match et le match assez terne. Et comme tu as dit, heureusement qu'il y a eu ces 5 minutes de folie parce que sinon, c'était c'était vraiment compliqué de notre côté. Parce que j'ai une question par rapport, tu vois, à Luis Diaz, qui n'était pas titulaire la semaine dernière Ouais, il a été titulaire du coup, il est ouais, titulaire là, contre nous. et c'est un peu le seul, ouais, peut-être pas. Enfin, moi, je trouve que c'est le seul joueur, en fait, c'est le seul bon joueur créatif que Porto La a. seule Parce que satisfaction, ouais. voilà, je trouve que Otavio est peut-être un joueur technique, mais c'est pas. Enfin, Ah, j'aimais bien moi, quand j'ai il du était à mal Guimarães, personnellement avec Otavio. j'ai toujours du mal avec ce joueur. Corona, il était arrière droit, donc on va pas lui demander de faire les différences, enfin, les différences au niveau de la prise de décision et sur toutes les phases de construction et transition, ce serait quand même trop demandé pour un joueur que tu remplaces arrière droit sur ce match-là. Ouais, j'ai trouvé logique, même s'il a son occasion après un PO, je l'ai trouvé un petit peu décevant. Et peut-être un petit peu décevant sur les derniers mois, je sais pas ce que tu en penses. Enfin, sur les dernières semaines, peut-être pas les derniers mois, mais les dernières semaines. Excuse-moi, ça a coupé, tu parlais de Corona, c'est ça? Non, de Luis Diaz, je parle, après. Ah, de Luis Diaz. Bah, j'ai envie de te dire le pauvre entre guillemets. C'est le seul qui essaie de se démener et qui essaie d'apporter un peu cette touche de folie et de créativité qu'a pas du tout Porto et encore moins depuis la disparition de Nakajima du 11. Mhm. Et donc du coup, bah, il a fait ce qu'il pouvait, même si c'était un peu plus compliqué. Tu avais l'impression qu'il était un peu moins en jambes. Mais je pense que c'était vraiment à l'image de l'équipe. Là, vraiment, le problème est bien plus profond et je pense qu'on va y venir juste après. Est-ce que Ah, Marquinhos, il a peut-être un avis là-dessus ou quoi que ce soit? Au contraire, moi je trouve que dernièrement, c'est un des joueurs qui m'a le plus plu avec Corona, et puis on l'a dit Ah assez oui, non, 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 récemment. oui. Je me suis mal fait comprendre. Non, je disais que justement, dans ce match-là, il était peut-être moins inspiré, mais tu sentais Ah, que. d'accord. Non, non, je me suis mal exprimé. Alors, ouais, je disais non, Ah, non, ok, heureusement que excuse-moi. c'était un des meilleurs depuis le début de la saison, mais que D'accord. Ah, justement, ouais. à ce match-là, je le trouvais en fait moins inspiré, tout simplement. Et je pense que c'est Bah, vraiment dû à l'état d'esprit. ouais, ouais, bah, du peu, comme je vous l'avais dit, j'ai pas réussi à avoir l'intégralité du match. J'ai pu voir que morceau par morceau. Après, c'est clair que difficile de prendre joueur par joueur. C'est plus un ensemble, Mhm. qu'on doit prendre sur ce match-là et sûrement sur les derniers matchs. Et c'est clair que aucun joueur ne sort du lot, tant par sa médiocrité, on va dire, que par ses performances incroyables. Voilà, tout le monde rame un peu dans le même sens, mais rame mal. Mhm. Donc, très difficile de détacher une individualité dans ce groupe, en fait. par contre, les gars, quand je regardais quelques réactions sur Twitter après les compositions face à Guimarães et ensuite face à Braga, moi, si j'étais supporter de Porto, c'est vrai que après Tiquinho marque des buts, donc c'est peut-être un petit peu dur de l'enlever par rapport à un Zélo. Je fais qu'est-ce que vous Mhm. feriez de mieux, enfin, qu'est-ce qui ne va pas avec les compositions d'équipe sur les 2-3 derniers matchs de Sergio Conceição? Pourquoi il y a autant de critiques au final sur parce qu'il y avait quand même pas mal de blessés qui auraient pu être plus à même d'être titulaire sur les derniers matchs du FC Porto. Bah, moi, Ah, personnellement, je trouve que il y a
Tu te souviens qu'on avait fait cette émission justement par rapport au débrief de mi-saison du FC Porto et qu'on disait que ouais, on sentait peut-être une petite continuité, un Mhm. petit lancement de saison, peut-être un petit déclic avec les 3 4 matchs où était aligné Nakajima, où on sentait un peu plus de football développé de la part de Porto. Et ben en fait, on est totalement retombé dans nos travers. Le mec a disparu et on est revenu totalement à ce qui ressemble plus au Seyson Ball. C'est assez affligeant, comme quoi juste un joueur ou juste euh, un manque quelconque, ça peut totalement désorganiser l'équipe. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis peut-être que ça cherche plus d'excuses qu'autre chose. Marc, qu'est-ce que tu ferais de mieux? Parce que sans Nakajima, sur ce match-là, t'avais au final que Luis Diaz pour un peu amener un peu de créativité sur ce match-là. Il a été là pourtant face à Braga. Bah, Louis l'a extrêmement bien dit, hein. On avait l'impression qu'on avait trouvé ce déclic, qu'on avait trouvé un peu cette formule qui d'une certaine manière nous faisait plaisir et nous apportait quelques résultats positifs. Là, on est retombé dans les travers droit derrière, mais c'est bon. Après, voilà, il y a eu les blessures de Zé Luis qui est constamment blessé depuis maintenant un moment. Nakajima qui a pris un coup contre Sporting, ou peut-être que je dis des bêtises, qui a pris un coup avant et qui se retrouve aussi lui blessé depuis un moment. Pépé aussi qui est blessé. Aussi, ouais. Bon, c'est pas vraiment de Pépé qu'on va attendre de faire le jeu, comme tu l'as dit avant Non, pour mais Corona. défensivement, Ouais, on mais c'est sent super que Voilà. important. c'est un peu C'est plus super compliqué. important. Parce que Porto est quand Ah même ouais. peut-être la meilleure défense depuis le début de la saison, en tout cas en championnat. On se souvient de cette stat où Porto n'avait pas Exactement. pris de but jusqu'au match à Savarzing dans toutes les compétitions Mhm. nationales. Et là, c'est vrai que depuis ce match à Savarzing, c'est 1, 2, 3, 4, 5 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Donc, et c'est sans PP aussi. Mhm. Donc ça peut aussi, Exactement. dans la Bah, solidité défensive, ça peut se comprendre. bah, pour en revenir du coup au jeu de Porto, c'est vrai que quand tu peux avoir Nakajima et Luis Diaz sur le terrain, c'est une plus-value pour ton équipe. Et dans ce cas-là, c'est une plus-value pour Porto. Et on sentait vraiment que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisif, beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de jouerie. Et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Et je comprends pas, quand tu vois ça comparé au jeu que tu produisais avant sans l'un des deux ou même sans les deux, comment tu peux revenir à ton système, à ton 11 de base, enfin celui que tu, enfin, avec les joueurs que tu faisais le plus jouer, qui était un jeu totalement stérile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, on va sûrement faire la transition maintenant sur Conceição. Enfin, je ne vais pas, je vais pas décider de la suite de l'émission à ta place, mais c'est ça que j'ai de la peine à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il voit que lui, enfin, qu'est-ce que lui voit que nous, on n'arrive pas à voir entre ces deux équipes, j'ai envie de dire, qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Bah, je me le demande. C'est vrai que moi, je vois toujours Marega et ça me fait toujours mal aux yeux, mais moi, je suis pas. Parce que surtout que Marega n'arrive Marega, jamais. c'est incompréhensible à l'heure actuelle. N'arrive pas. Marega, Non, mais son rendement. surtout qu'il est vraiment Marega, mauvais, je quoi. comprends qu'il. Ah oui, il est Pour moi, vraiment il est. mauvais. Je comprends qu'il puisse être important dans le dispositif et dans la façon de jouer qu'a développé Conceição au sein de notre club. Mais là, ça Mhm, devient. L'heure est grave. L'heure est grave au niveau actuel de son football. Il a plus le rendement. Peut-être qu'il était en surrendement à l'époque, Il était très clairement forcément. surperformance, bien sûr. ouais. Il est très forcément. Mais là, il atteint une telle médiocrité que, je sais pas, faudrait se poser des questions. Et pour Zerlouis, comme a dit Marquinhos, on a parlé de blessure. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le petit grattement de gorge parce que on sait tous Mhm, qu'il y a des histoires un peu extérieures, peut-être un transfert, peut-être pas un transfert. Qu'est-ce qui s'est passé depuis sa disparition du 11, nanani, nanana, il y a des petites histoires qui circulent à droite et à gauche. Et, euh, et c'est pour ça que tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment Conceição qui décide de l'équipe ou alors il est vraiment aveugle ou enfin, on va vraiment se poser plein de questions auxquelles on n'a même pas encore des réponses à l'heure actuelle. Ok, Ouais, ok. c'est la question que je me pose depuis des semaines, mais même des mois. C'est comment tu peux abdiquer de joueurs tels que Luis Diaz, Nakajima, encore bon, que Romario Barro qui était blessé, ça je pense peut affirmer un peu Entre plus guillemets, facilement comprendre, pour The Luis. ouais. Ouais, Mais ouais, bien sûr. comment tu peux. Enfin, si même, voilà, si on jouait de manière médiocre, mais bon, ce qui est un peu le cas, mais qu'on performait, puis on était quand même supérieur aux autres, je peux encore comprendre. Je me dis, ok, d'accord, ça va. Je peux encore comprendre, voilà, on enchaîne les victoires, etc. Mais certaines victoires, c'est vraiment à l'arracher dans les derniers instants, ou sur un coup de pied arrêté quelconque, ou
y a pas vraiment de domination dans le jeu et c'est ça qui fait peur, sauf quand. Exemple parfait pour Timouniens quand on gagne 3-2. Voilà, exactement. Et c'est le genre de match, tu te dis, bah, désolé du terme, on s'en sort par la peau du cul. Voilà, Ouais, j'ai ouais, pas dit l'autre totalement. mot. Mais et quand tu vois des matchs où tu as Nakajima qui va te casser deux lignes avec une passe, Luis Diaz qui va te récupérer un ballon un peu en zone défensive et puis remonter pour ensuite créer une action offensive, je sais pas, je suis dans l'incompréhension totale. J'arrive pas, tous les jours je réfléchis, je me dis, mais si j'étais concessant, comment je réfléchirais, quoi. Et voilà, des fois, je vais me mettre à sa place et qu'est-ce qui. Enfin, pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est une question tellement banale, mais pourquoi ça? On a tous Moi, essayé et je pense qu'on n'a pas eu de personnellement, réponse. Vas-y, 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 je me Alex, Alex. demande vas-y. si s'il serait pas en train d'essayer de compenser ou de justifier des choix qu'il a eu, notamment durant les différents mercatos. Par Ah bah, exemple, on sait que voilà qu'il a sûrement voulu garder Marega parce qu'il correspondait parfaitement à sa philosophie et au style de jeu qu'il essaie de mettre en place. Et est-ce que le Mhm. fait que Marega soit performant, il essaie de fermer un peu les yeux là-dessus pour en se disant, faut que je justifie le fait que j'ai voulu le garder. Et je vais le faire jouer jusqu'à ce qu'il retrouve son niveau et jusqu'à ce qu'il justifie le fait qu'on ait refusé une offre de West Ham. Je crois que c'était 35 millions, 40 millions. ouais, et Donc, encore ça, est-ce Alex, que Oh, ça serait, est-ce que je ça pense, serait je pas pense que aussi? c'est plus justement en fait sa tactique qui est simplement à bout de souffle. Je pense pas ah ouais, forcément à ça du fait longtemps. départ non voulu. Ouais, ouais, déjà ça fait longtemps, mais je pense pas non plus à du départ non voulu ou quoi que ce soit, parce que au début de saison, il commence pas du tout avec la même équipe qu'il a à l'heure actuelle. Mhm. Et tu peux voir que certes, les stéréotypes étaient toujours à peu près en place, mais c'était pas du tout la même chose. Et le départ de Maraga, en plus, c'était dû dès la première saison, hein. Dès la deuxième saison, on sait très bien que personne n'y a cru Ouais, à bien son sûr. départ en été. Et donc, du coup, je me dis peut-être plus que déjà, il avait peut-être pas forcément des vraies offres, Maraga, sur la table, et non plus le club à la hauteur des prix qu'il souhaitait. Et c'est pour ça qu'il est resté avant tout. Ok, les gars, on reviendra rapidement juste après la fin de ce match. Juste parler un peu de Braga avant, de parler des déclarations de Conceição, qui était quand même une petite bombe à la fin du match sur la flash interview de la Sport TV et voilà, de revenir savoir est-ce que vraiment c'est le seul coupable actuellement de la situation du FC Porto. Donc juste pour revenir sur le match vite fait. Donc du côté de Porto, il y a pas un homme qui vous a le plus sur ce match-là qui vous a le plus impressionné au final. Du tout. Du Vraiment tout. du tout. Ouais. Bon, bah, J'ai pas vu assez du match pour donner une réponse assez objective. Après, je pense que j'ai quand même envie de retenir peut-être le nom de Diogo Costa, parce qu'il a fait une bonne campagne, je trouve, en Coupe de la Ligue, et puis que c'est assez positif pour lui. Donc voilà, ouais, je pense que parmi tous ces noms. heureusement que l'erreur qu'il a fait face au Vital en demi-finale ne lui a pas coûté, n'a pas coûté les tirs au but. Mais c'est vrai que Entre autres, ouais. en tout cas, c'est vrai que sur l'ensemble de cette Coupe de la Ligue, il a montré qu'il avait le niveau et qu'il avait peut-être déjà le niveau avant Mhm. pour être le titulaire de Porto cette saison. Donc moi, juste pour finir sur ce match, juste sur le match pour Braga, j'ai envie de faire un peu le parallèle avec les deux matchs face au Sporting, parce que les deux matchs de Braga, je trouve, ont été, surtout face au Sporting, a été très bon, et face au Porto, tout de même a été solide, même si le match était moyennement plaisant. Retenir la performance de Fran Sergio qui a pris le capitana parce que Wilson n'était pas titulaire sur les deux matchs et qui a montré qu'il montre un niveau depuis que Ruben Amorim est arrivé qui est assez incroyable. Paligne qui a été face à Porto encore une fois très bon. Paulinho sur le match face au Sporting qui a fait un large meilleur match face au Sporting, qui n'a pas été mauvais face à Porto mais qui a eu moins d'influence sur le jeu. Mais notez surtout voilà, la performance de Ricardo Horta qui marque sur les deux matchs. Le match face au Sporting, il marque le premier but. Là, il marque ce, ce but de la victoire, ce but à la 95e minute de jeu qui au final récompense une première partie de saison assez incroyable. Il est déjà 16 buts, toutes compétitions confondues. Quand il joue dans l'axe, il est incroyable, je trouve. Parfois, il a vraiment des airs pas d'avant-centre, mais d'attaquant, quoi, de vrai attaquant, quelqu'un qui il sent vraiment le but. C'est pas un dribbleur, c'est pas un mec qui va dribbler une défense, mais il a une qualité de passe et de finition qui est bien au-dessus de la moyenne. Et les 16 buts cette saison le montre bien. Donc voilà, décisive en Coupe de la Ligue, donc face à Porto, décisive à la Wolverhampton, on se souvient, en septembre dernier. Donc il marque aussi dans les grands matchs. Offensivement et défensivement sur ce match-là, je trouve qu'il a été vraiment très très bon et qui s'améliore sur l'aspect défensif.
en début de saison. Il y a des fois même Wilson était obligé de le remplacer en cours de match, notamment face à Montpellier, c'est parce qu'il avait un petit peu de mal sur ce côté-là, et donc il a déjà aussi sur ce côté-là bien progressé. Donc voilà, mettre en perspective la performance de Ricardo Horta, 16 buts toutes compétitions confondues. Mhm. Et petite question, j'ai envie de la poser à Alex Ribeiro qui adore me poser ce genre de questions. Et la sélection à la fin de l'année, parce que là on est quand même sur 16 buts au mois de janvier. On est le 27 janvier, il est déjà à 16 buts. Où peut-il aller et est-ce qu'il mériterait Enfin, moi, ça dépend bien sûr que ça dépend des 23 que Santos pourrait appeler, mais rapidement, est-ce qu'il mériterait au moins d'aller en sélection? Ouais. Si je peux commencer par prendre la parole. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, bah écoute, moi ce que je te C'est pour dirais, toi. c'est que ouais, pour moi, sur ses performances, il mériterait. Maintenant, voilà, il y a un groupe qui s'est créé. Comme on le sait, il y a des joueurs qui ont l'habitude d'être appelés. Donc, si je devais faire une hiérarchie, moi personnellement, je le mettrais quand même derrière un joueur comme Rafa ou un joueur comme João Félix, parce que je considère que Bien c'est sûr. avec ce type de joueur qui sera en concurrence. Après, je le mettrais aussi derrière Gonçalo Guedes, qui a su se montrer intéressant, notamment et surtout décisif en sélection, donc notamment contre la Serbie et en finale de la Ligue des Nations. Maintenant, à voir comment il va revenir de sa blessure, parce que pour l'instant, il Ouais, il met est pas du temps à revenu. revenir de sa blessure. Ouais. Et on va voir comment il va revenir. Et je pense que s'il est apte à jouer, ça serait peut-être pas un manque de respect, mais presque de ne pas l'appeler par rapport à ce qu'il a fait dans la campagne de qualification et en Ligue des Nations sur la dernière année qui vient de se passer en sélection. Donc, par contre, après ces trois-là, moi je mettrais Ricardo Horta bah, peut-être à égalité avec un joueur comme Diogo Jota, ou, mais devant un mec comme Podence ou un mec comme Bruma Ouais. qui ont parfois été appelés. Donc c'est de ce point de vue-là, je pense qu'il a ses chances d'être appelé. Si on considère que Podence ou Bruma ont été rappelés récemment. Mais moi, je les mettrais quand même derrière, devant ces deux joueurs-là. Et peut-être que voilà, ça peut se taper avec Diogo Jota pour une place. Mais après, ceci dit, je pense que voilà, s'il sera appelé, à la mesure où il venait d'être appelé, je pense que ça ne sera pas forcément un joueur très, Ouais. très important aux Ouais. yeux de Fernando Santos. Mais bon, ça serait quand même une Une juste récompense. récompense à la saison exceptionnelle qu'il est en train de fournir. Donc Enfin, pour moi, ouais, il a toutes ses chances. Mais il y a quand même ce truc-là de garder un groupe qui a été construit. Et c'est dur d'appeler un mec il me semble qu'il a eu une sélection, mais il y a ouais. quelques années. En Donc, 2014. ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même dur d'appeler à la prochaine sélection, ce sera en mars. Donc, d'appeler à 3 mois de la compétition les mecs qui ont pas été appelés de toute la campagne, quoi, toute la Ouais. campagne de qualification. Ouais, mais au moins, tu vois, je sais pas s'il va faire une liste de réservistes cette année, parce qu'il avait fait pour la Coupe du Monde, mais pas pour l'Euro. Donc, s'il fait une liste de réservistes pour la Coupe du Monde, pas pour l'Euro 2020, au moins qu'il y soit, parce qu'il n'était pas pour la Coupe du Monde 2018, et je trouvais ça déjà scandaleux de ne pas l'avoir Ouais. et d'avoir Nani qui sortait d'une saison catastrophique à la Lazio. Mais voilà, en tout cas, peut-être pour les saisons d'après, je trouve que c'est un joueur qui, autant il y a quelques années, quand on le voyait, genre l'année dernière, tu vois, je trouvais que c'était bien trop prématuré. Autant là, je trouve qu'il a un niveau, et pas qu'en championnat, mais Il bien a sûr, passé un cap, hein. voilà, je trouve qu'il a, ouais, voilà, je trouve qu'il a passé Il a un vraiment cap passé un cap. et que cette année, là, il a 16 buts en janvier, c'est pas délirant de le voir marquer entre 20 et 25 buts. Si Braga en plus continue son parcours en Europe, en tout cas, le prendre en considération, je trouve que ce serait quand même assez mérité. Euh, Juste pour finir enfin, pas sur la Coupe de Ligue, mais sur la Coupe de la Ligue de Braga, donc qui remporte son troisième titre depuis 2013, le troisième titre officiellement de l'Air Salvador. Je compte pas l'Intertoto de 2008, hein, désolé. La dernière Intertoto d'ailleurs, c'était la dernière Intertoto qu'on a gagnée, c'est incroyable, avec Jean Jesus. Mais voilà, ce choix, il y a un mois pile poil, donc le 27 décembre, il nommait Ruben Amorim à la tête de l'équipe A en remplaçant Ricardo Sapinto. Un mois après, Ruben Amorim était un 5 matchs, 5 victoires. Et une coupe remportée, et donc sur ces 5 matchs, 3 victoires face au Grand, donc une face au Sporting et 2 victoires face au FC Porto. Un Ruben Amorim qui a changé quand même
qui a changé des choses, qui est revenu voilà, au 3-4-3 qui avait commencé à être implémenté par Abel avec le ballon. Changement d'idée, c'est vrai que quand on regarde les matchs de Braga cette année, il y a beaucoup plus de phases de construction travaillées, c'est-à-dire qu'on prend des risques même quand l'adversaire essaie de presser et ça marche pas, bien sûr ça marche pas tout le temps, notamment face au FC Porto où ça n'a pas marché tout le temps, mais Braga n'a pas renié cette nouvelle idée, cette identité qui a été mise en place par Ruben Amorim. Il l'a pas lâché en D3 avec l'équipe B, il a absolument pas, il a continué sur la même chose en équipe A. Il y a une amélioration de la transition défensive. Si on regarde le match face au Sporting, les transitions défensives, notamment impulsées par le milieu défensif. Donc c'était João Novais face au Sporting, mais déjà sur les matchs d'avant avec Palhinha, c'était assez impressionnant. Je paraphraserai l'actuel entraîneur de Benfica, Bruno Lage, qui disait qu'une équipe qui cherche à construire ne peut pas avoir une transition défensive faible, et bah, c'est tout à fait le cas quand une équipe comme Braga qui essaie vraiment de construire patiemment, et bah, il faut à la perte du ballon être très très rapide dans cette phase de récupération juste après la perte de la balle. Un Braga même stratégique par moment avec ce fait de pas mettre Trincão sur les 2 matchs mais de mettre Galeno pour utiliser les espaces derrière la défense du Sporting et de Porto, parce que ce sont des équipes qui bien sûr cherchent à avoir un bloc plutôt haut, et donc la vitesse de Galeno qui a remporté un titre en plus face au FC Porto, Luis. On en a beaucoup parlé, hein, mais c'est lui qui a gagné au final. Mais voilà, mais pas une équipe que tactique. Je trouve voilà, c'est aussi mental sur les 3 derniers matchs de Braga, quoi. Le match face à Tonder et les 2 derniers, donc face au Sporting et face à Porto, tu as 2 victoires au-delà de la 90e minute de jeu, c'est quand même important. Et des victoires, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas dues au hasard. Certes, il y a une volonté d'aller chercher la victoire jusqu'à la dernière minute, et des fois c'était obligatoire comme face à Tonder en championnat. Mais sur les 2 derniers matchs, ils ne sont pas allés chercher les pénaltys, ils sont vraiment allés chercher des victoires et de façon rondement bien menée. Donc ouais, c'est une victoire méritée pour cette génération. Je l'appelle un peu la génération de 2017 parce que sur le 11 d'hier, bah, tu avais des joueurs qui sont arrivés après ce nouveau cycle en 2017, après le départ de Paulo Fonseca. Donc voilà, des Raul Silva, des Bruno Viana, des Ricardo Ejga, des Nuno Sequeira, Fran Sergio, Paulinho, Horta, que des joueurs qui ont été très importants sur cette campagne-là et qui avaient commencé ce cycle avec Abel et qui ont très très bien progressé et qui ont enfin obtenu ce titre. Voilà, ils auraient peut-être mérité d'au moins sur les 2 dernières saisons obtenir au moins un podium, et cette équipe-là, bah, elle a obtenu enfin son titre, elle a fait un parcours européen jusqu'alors qui est magnifique cette saison. Donc voilà, un titre mérité, 3e titre depuis 2011 sur 7 finales déjà depuis 2011, donc c'est un beau parcours. Voilà, mon club progresse avec son centre de formation, avec des résultats du jeu. Donc un beau titre, et bien sûr ça doit pas être une finalité en soi, bien évidemment. Braga doit aller chercher mieux, il faut être exigeant. Je trouve que l'effectif, quand je vois l'effectif par exemple du match face au Sporting, je me dis que le Sporting fait entrer Pedro Mendes, Gonzalo Plata et je sais plus qui d'autre. Et nous on est capable de faire entrer des Trincão, des João Novais, des Ruffont. Donc voilà, je trouve que l'effectif il est quand même de très très bonne qualité, comme l'a dit le président avant-hier après cette victoire, et que pour la fin de saison, parce que la fin de saison elle est loin d'être finie, au moins faire peut-être pas mieux, mais être quand même mieux que sur ces dernières saisons, et au moins d'aller chercher ce podium qui serait très symbolique pour le club du nord du Portugal. J'ai Et moi, fini. juste la Tu peux petite nous question remercier quand même. Oui, toujours. De toute façon, parce que les 3 dernières finales, donc les 3 titres, on le rappelle, 2013, 2016 et 2020, sont tous face au FC Porto. Après, je dis pas, Exactement. peut-être que je les ai tous remplacés pour la gagner en 2011, tu vois, l'Europa League. J'aurais peut-être tout remplacé. Parce que l'Europa League, c'est autre chose. Franchement, si on m'aurait dit que tu gagnais ces 3-là et gagnes l'Europa League, j'aurais quand même signé, hein, franchement. Ouais, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que les 3 finales sont remportées face au FC Porto. Mais je Juste sais pas. pour finir sur Braga, Vas-y, moi, je voulais Alex. te poser une question, Mathieu. Je vais te poser une question. Je voulais savoir, voilà, bon, je prends évidemment en compte les différences qu'il y a eu entre le Braga de Sapinto et le Braga d'Amorim. Mais je voulais te demander, voilà, avec le parcours qu'a fait Braga en Europa League, le parcours qu'a fait Braga tout récemment en Coupe de la Ligue, est-ce que ça serait pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une équipe de coupe, à l'image de ce qu'on pourrait avoir avec Rennes en France la saison passée, qui a performé en coupe de France, il me semble, et en Europa League? Est-ce que Braga n'aurait pas cette faculté pas se surpasser, mais à performer sur un match ou sur une double confrontation, et finalement aurait plus de difficultés sur l'ensemble de la saison en championnat à maintenir une régularité?
Qu'est-ce que tu Ouais, en penses ouais, de cette idée-là? tout à fait d'accord. C'est même le mal de Braga. Tu vois, lors de la saison 2017-2018, Braga avait donc failli signer le podium face au Sporting jusqu'à la dernière journée. Braga était à 3 points seulement de Benfica cette année-là, mais aux confrontations directes, on ne pouvait pas passer devant Benfica à la dernière journée. C'était l'une des seules saisons sur les dernières années, c'est-à-dire depuis 2012 avec Leonardo Jardim, que Braga n'arrivait pas à être régulier en championnat. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Abel avait un peu trouvé la formule, même si parfois c'était pas forcément beau, mais au moins défensivement c'était compact et l'équipe prenait peu de buts face aux petits et arrivait quand même toujours à gagner 1-0. C'est peut-être à la fin de la saison dernière que le fait de toujours s'entêter avec cet objectif un petit peu minimaliste, bah, ça a sûrement coûté des points en fin de saison pour enfin obtenir ce podium que Braga recherche depuis 2 ans. Mais oui, totalement. Si tu prends historiquement, Braga est toujours une équipe qui est meilleure en Coupe d'Europe. C'est une équipe qui en Coupe du Portugal, sur les dernières années, fait minimum des demi-finales, sauf cette année parce qu'on a affronté Benfica un petit peu tôt dans la compétition. En Coupe de Ligue, Braga fait toujours demi-finale. Et à part il y a 2 ans, sinon sur les dernières années, c'est toujours des demi-finales. Donc oui, c'est toujours le problème d'affronter des. Voilà, c'est toujours ce fait d'affronter des petites équipes. Qui vont rechercher par exemple en championnat le match nul souvent et bien sûr en coupe ça sert à rien, donc forcément c'est un résumé un peu simpliste, mais c'est souvent un peu cette configuration là qu'on voit. Je parie même que dans 2 jours quand on va aller affronter Moreirense, on va pas avoir un Moreirense qui va venir le chercher haut et qui va dans leur petit stade magnifique, ça va être comme ça, et ouais, peut-être que Braga perdra des points et obtiendra un tour, on aura le match nul, et ce sera un petit peu le symbole depuis le début de la saison, ce manque de. Depuis la saison, c'était surtout un gros manque d'efficacité, mais en général, sur les dernières saisons, c'est vrai que c'est surtout ce manque de régularité en championnat vis-à-vis surtout des petits. Parfois, quand ça rentre pas sur un match, là, si tu peux vite fait, notamment sur cette saison-là, si tu peux vite fait perdre confiance dans ces matchs-là compliqués. C'est des matchs compliqués que les grands affrontent depuis des années, mais Braga n'a pas le même budget, n'a pas le même joueur, n'a pas le même qualité individuelle pour parfois résoudre ces matchs face à des équipes qui vont être en organisation défensive avec des blocs plutôt bas, médian bas. Donc voilà, mais oui, c'est souvent comme ça, et ça se traduit sur les résultats ces dernières années. C'est même évident que Braga est une équipe qui performe plus en coupe qu'en championnat, oui. Ça me fait d'ailleurs penser au match de contre Tondela il y a 2 semaines où on a eu l'impression que pendant tout le match ça allait jamais rentrer et qu'au final la situation s'est débloquée dans les 10 dernières minutes avec un doublé de Poligno. Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est que des fois, ça rentre pas. Et ça aurait pu ne pas rentrer, parce que tu te souviens du match face de Claudio Ramos, voilà, quand tu tombes parfois sur un gardien qui fait 2-3 belles parades, et c'est souvent comme ça. Cette année, ça a été souvent comme ça. Parfois, c'est pas tout le temps dû au gardien, mais cette année, c'est vrai que ça a été souvent comme ça. Moi, j'ai fini. Sapin, vous n'étiez pas très chanceux quand même. Bah, Juste le pour match, rebondir à bien, ça, le manque de finition, c'était aussi, bien on aurait sûr. dit limite un manque de chance des fois. Ouais, En première à un partie, c'est moment, pas pour vous. c'était le manque d'efficacité était assez, je dirais pas grossier, mais voilà, c'est vrai que c'était trop, et j'en parlais dans ma mention spéciale à la fin sur la stat qui est sortie aujourd'hui au niveau des expected points. C'est vrai que le départ de Sapinto, au final, c'était pas du tout sur une sorte de l'équipe qui n'arrivait pas à performer, c'est une équipe qui n'arrivait pas à marquer, surtout. Et elle crée des choses, mais elle n'arrivait pas du tout à les concrétiser, et c'est ce qui lui a coûté sa place, parce que si on regarde un peu en profondeur, l'équipe ne jouait pas mal, mais elle avait du mal, surtout à marquer. Euh, donc voilà. Et c'est vrai qu'Ruben Amorim, lui, bah, voilà, sur ce match à Santander, ça aurait pu être la même configuration que le match à Passos il y a 3 semaines avant. Et au final, cette fois-ci, ça a marqué, et tu marques juste après, et tu as la réussite cette fois-ci de marquer ces 2 buts grâce à Pouinho. Donc voilà. Mais c'est vrai que si Alexandre Sapinto gagne ces fameux 2 matchs face à Aves et Passos, les 2 derniers au moment où on les a affrontés, il est sûrement encore entraîneur de Braga à l'heure d'aujourd'hui. Donc sur Braga, je pense qu'on a été complet. Donc on va revenir rapidement sur le FC Porto, un peu plus globalement. Globalement, on va pas revenir sur le jeu, parce que je trouve qu'on en a quand même qu'on a bien parlé des mots du FC Porto au niveau du jeu. La déclaration de Conceição, elle a été dure. Elle a été dure après donc à la flash interview de la Sport TV après le match, en disant qu'il n'y avait pas d'union
au sein du club sur cette troisième saison. La première saison, il y avait des blessures, je sais plus ce qu'il avait dit, il y avait un problème. La deuxième saison, c'était falta de verdad desportiva, ça c'était faux, mais ça c'est pas grave. Et aujourd'hui, donc c'est quand même des belles excuses, ça quand même. Mais bon, La deuxième, elle est sacrément grosse. et sacrément grosse quand même, 7 points d'avance. Mais bon, on n'y reviendra pas. Et donc là, c'est le manque d'union au sein du club. Après, je dirais pas tout et rien dire, mais c'est un peu vague. Et donc il a dit qu'il laissait son poste à disposition du président, qui a bien évidemment refusé sa démission, Louis. Qu'est-ce que tu Conceição, qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut finir maintenant? Est-ce qu'il faut attendre la fin de la saison? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet entraîneur qui semble ne plus avoir les solutions pour mener Porto au titre promis à la fin de la saison? Bah moi, comme je le disais, même déjà à notre émission de bilan, je me suis dit que même si ça se dégringolait durant la saison, ce serait bête de le changer et ce serait inutile. Déjà parce que sur le marché, il n'y a pas grand-chose. De deux, les objectifs, ou du moins les noms qui circulent sur la shortlist à Porto, c'est plus dispo la saison prochaine. Et là, je me vois pas en fait prendre un coach en intérim, 6 mois, histoire de encore plus bouleverser l'équipe. Ça va pas redonner d'élan du tout, parce que ça, on y croit. On y croit, c'est du noir écrit sur blanc. Genre, on va avoir 2, 3 matchs de folie, ça va bien jouer. Ouais, ça y est, ça se passe plutôt bien, on a bien fait. Et en fait, ça va se redégringoler, ça va pas marcher. On pense à Pesaro notamment. Et c'est ce qui arrive très souvent à Porto quand on prend un entraîneur en intérim. Donc maintenant, je me disais autant ne pas. Bon, même si ça a l'air très bouleversé le vestiaire, ça a l'air, il y a une tourmente assez grande. Je me dis non, ça vaut vraiment pas le coup de changer à l'heure actuelle. Maintenant, de la part du côté de Conceição, je peux comprendre. En vrai, j'ai l'impression que même lui, il sait plus où aller, il sait plus quelle décision prendre, il sait plus quoi faire. Donc, je peux comprendre qu'il ait posé sa démission. Et je le remercie parce que ça veut dire que peut-être d'une part il a reconnu certaines responsabilités en son égard sur l'échec de Porto cette année et même l'année dernière. Enfin du coup l'année dernière non parce qu'il a dit que l'excuse était la verdad sportive et c'est là où je le suis pas trop. Mais par contre sur le fait qu'il dit qu'il y a un manque que les gens sont pas assez soudés etc. Il est resté quand même assez vague et ça m'intrigue énormément et ça m'interroge. Est-ce qu'il parle de la direction de Porto? Est-ce qu'il fait une allusion au clash à Porto, c'est ce qui a été pensé aussi. Est-ce qu'il fait une allusion même directement encore plus haut à son président ou même à son vestiaire, à ses propres joueurs? Ça reste assez flou, assez vague, mais j'ai envie de le croire sur le troisième argument, comme quoi il manquait une certaine cohésion quelque part. Je sais pas ce qu'en pense Marquinhos. Je te rejoins sur absolument tous les points que tu as mentionnés, notamment sur le changement d'entraîneur qui pour moi serait carrément une aberration. Enfin, ça doit être un peu fort, mais pour moi, ça vaut absolument pas la peine de prendre quelqu'un en intérim, de prendre Rui Barros notamment, de prendre quelqu'un d'autre, juste pour assurer la transition. C'est pas le moment. C'est pas le moment pour Ça sert ça. à rien, quoi. Ça sert à rien. S'il faut changer d'entraîneur, il faut que ce soit radical, il faut qu'il y ait quelqu'un qui y arrive et puis qui ait des idées sur le long terme, pas quelqu'un qui soit là juste pour colmater un trou et puis voir, voilà, on va voir comment ça se passe. Non, parce que comme tu l'as dit, l'euphorie, elle peut arriver très très vite, mais je suis pas certain que ce soit la bonne idée. Et de notre côté, je ne suis vraiment pas sûr qu'on arrive à dénicher notre Bruno Lage ou notre Ruben Amorim pour reprendre l'exemple des deux clubs qui ont réussi avec succès récemment. Mais ouais, changement d'entraîneur, je vois personne, pardon, actuellement. Je préfère quand même finir la saison. Je me dis toujours que la saison n'est pas finie, qu'on peut toujours avoir des bonnes surprises par la suite. Reste à voir, pour l'instant, ça me paraît un peu compromis. Et puis, pour en revenir à ces déclarations, c'est vrai que c'est très évasif, c'est très flou. Il y a plein de suppositions, il y a plein de questions qui surviennent après de tels propos. Est-ce que ça jette un peu d'huile sur le feu? Oui, je pense que oui. Est-ce que ça va détériorer la faible cohésion actuelle? Je pense que oui aussi. Donc, Elle est déjà tellement faible, j'ai envie de te dire, Mhm. tu m'as dit l'huile sur Exactement. le feu, c'est déjà un incendie, donc en vrai, Mhm. un peu plus, un peu moins, j'ai l'impression que la différence, elle sera pas énorme, quoi.
Exactement. Après, il suffit de, comme moi je le pensais, comme je vous l'avais dit, faut qu'on regarde les médias ces prochains jours, ce qui va être dit. Bon, notamment, Conceição a refusé de faire la conférence de presse d'avant-match contre Gil Vicente. Donc voilà. Finalement, bah, ça sert pas à grand-chose de suivre les médias si personne ne prend la parole. Mais peut-être qu'après le match, peut-être que tout dépend des 90 prochaines minutes qu'on va faire. On ne sait pas encore ce qui va se passer, donc ouais, il faut rester attentif. Et puis voilà, l'avenir nous le dira. C'est un peu difficile. Mais nous, on demande quand même à l'avenir un projet enfin bâti et Totalement. construit et vous, je sais pas, quelque chose de bien, de sensé, de pensé, un projet vraiment Mhm, qui est pensé sur les futures années. On va dire que depuis Lopetegui, il n'y a pas eu un espèce de projet qui a été essayé d'être mis en place à Porto. mhm. On n'a plus rien, c'est du vide. Là, mon coup de gueule, moi, il viendrait directement à la direction. Ça fait des années que la direction de ci, la direction de ça, qu'on leur reproche plusieurs choses. Ils arrivent à atteindre, entre guillemets, ils arrivent à éteindre l'animosité des supporters par rapport à ça de temps en temps avec des petits rattrapages, comme on peut dire, notamment le titre de Conceição, mais on n'en a pas assez. On n'a plus rien, on n'a plus du concret depuis très longtemps. Et c'est ça qui nous Mhm. agace en tant que supporters. Nous, je parle pour ma personne, mais je pense que toi, c'est pareil. On paye des cotages à Totalement. l'année, on attend un rendement, on attend un sportif du fait qu'on donne, on veut voir quelque chose à la télé. Et même le supporter banal qui est devant la télé, il ne voit rien. Ça fait des années qu'il ne voit rien à Porto et qu'il n'y a pas de fond. Et c'est ça qui est horrible à vivre. Personnellement, pour ma part, je trouve pas ça normal qu'un club comme le nôtre, qui a été sur les 20 dernières années le plus puissant du Portugal, même au niveau européen, qu'il n'y ait plus rien. Il y a une- il y a un vide total. Je trouve que c'est inexplicable et je trouve ça tellement aberrant pour notre club que ça m'en désole énormément. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai envie de revenir sur les propos de Marc qui disait qu'on n'a pas pour nos loges de trop Ben Amorim. Porto Si, est. il est au Shakhtar. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais dire, Non, mais mais. je veux dire, Non, sous la main, je veux dire. oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que donc, en 2013, quand le FC Porto vire Paulo Fonseca, il y avait Luis Castro derrière qui était en équipe B, qui est resté ensuite, mais tu avais cet entraîneur-là qui était capable peut-être voilà, d'être une étoile montante au sein du club, même s'il était déjà un peu plus âgé qu'un Ruben Amorim ou un Bruno Lage, mais cette étoile un Mhm. peu montante au sein du club. Et Porto, le truc, c'est que Porto a toujours eu ses éducateurs, ses préparateurs, ses entraîneurs un peu du futur dans son organigramme de très grande qualité. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont absolument plus là. Si on regarde, tu vois, par exemple, Mario Silva qui a gagné la Youth League et le Mhm. championnat 19 l'année dernière avec le FC Porto, il n'est plus au club. Ce qui est quand même assez grave quand même pour un jeune entraîneur qui. Ça, c'est encore notre faute, hein. Voilà, Ça, mais. Mathieu, c'est encore notre faute, hein. C'est vraiment nous, hein. Ça, c'est notre problème. C'est pas normal qu'un mec comme Rafiva, il soit parti. Il aurait dû reprendre la B, Bien sûr. prendre les jeunes avec lui qu'il avait en U19 et faire monter ça, enfin, Et c'est ce que au je veux dire. modèle benfiquiste de ces dernières années. C'est bête à C'est dire, mais c'est réel. c'est exactement ce que je veux dire, c'est que quand t'as cette fameuse génération 2000, bon, il y a eu les 2002, Thomas Esteves et Fabio Silva, mais la plupart c'est des 99-2000 et qui auraient dû être en équipe B cette année et qui tu as gardé Rubarros qui fait un mauvais travail depuis qu'il est là. Bon, il suffit de voir la résultat de l'équipe B de Porto. Mais ce que je veux dire, ça, c'est que Porto a toujours eu ces hommes-là, donc Luis Castro en 2016 avec son fameux adjoint Vitor Severino. T'as toujours eu voilà, des Pepin Linders qui est ensuite parti à Liverpool. T'as même Vitor Matos qui était l'adjoint de Barros qui est parti à Liverpool il y a quelques mois. Et aujourd'hui, Porto n'a plus dans son organigramme de personnes qu'on pourrait dire, même pas forcément maintenant, tu vois, mais dans quelques années, être capable de prendre la succession ou être un possible intérimaire et pourquoi pas ensuite faire une Grenage ou un Ben Amorim. Mais Porto n'a plus ces personnes-là et donc c'est quand même assez. Parce qu'il n'a plus ces personnes-là en équipe B, donc avec Rui Barros, ni en équipe U19, je trouve, avec l'entraîneur qui s'appelle Tulip. Porto est à 10 points de Braga en U19, donc c'est la démonstration que c'est pas qu'un problème au niveau de l'équipa, mais c'est vraiment un problème au niveau global, au niveau du projet de Porto, parce qu'en fait, il n'y a pas de projet actuellement au FC Porto, et qu'il n'y a même pas d'hommes pour, euh, pour emmener ce projet, et même au-delà, et là j'ai envie de revenir avec vous, sur vous les gars, sur la direction, qui dirige vraiment ce club. Même s'il faudrait un débat plus long, bien évidemment, sur Porto, et là on n'a pas le temps aujourd'hui, parce qu'il faudrait parler du recrutement, il faudrait parler des derniers choix d'entraîneurs, bien évidemment, mais juste au niveau de la direction, qui dirige vraiment ce club, parce qu'on ne peut pas me dire que c'est Pito da Costa aujourd'hui qui dirige ce club.
Ah non, mais on n'y croit pas que ce soit lui. Ça y est, notre vieux grand-père, il dort depuis un moment. Mm. Qu'on se dise vraiment la vérité. Déjà, il y a plein de questions, comme tu as dit, et ça pourrait mériter limite une émission complète sur qu'est-ce qui se passe à Porto et qu'est-ce qui est louche. On a parlé de notre équipe B. Est-ce qu'on peut parler notamment de 75% de l'effectif de l'équipe B, avec des joueurs qui ne sont pas là forcément pour former et pour aller en A, mais juste pour jouer en B et jouer en deuxième division. On ne parlera pas non plus du nombre de commissions qu'a le fils de PDC au Mhm. sein du club et tous les joueurs qu'il a ramenés et les gros chèques qu'il a pu se mettre dans la poche. On a souvent tapé du doigt aussi sur des dirigeants qui sont partis et maintenant à l'heure actuelle qu'on aimerait bien voir revenir et même certaines rumeurs sont revenues, notamment Eric. Le problème, il est vraiment là-haut depuis très longtemps. Je pense que Conceição a sépare, parce que c'était aussi ça la question. Conceição a eu sépare ces dernières années, mais je pense qu'il a vraiment pas été aidé. Le mec, en 2 saisons, on lui donne quand même rien du tout au mercato quasiment, afin de manger ou de construire un effectif. Euh, Là, en fait, ça devient trop puissant. Le problème est beaucoup trop gros et impossible comment dire, à faire bouger nous-mêmes, nous supporters. Enfin, il y a déjà eu des histoires à Porto, des faits divers où les supporters ont eu la raison par-dessus la direction. Encore, c'est arrivé cet été avec le transfert de Coentrao qui était quasiment fait, mais ils ont écouté les supporters. Mais le problème est beaucoup trop profond. J'ai l'impression, comme on dit, ça fait des années. Je me souviens que déjà à l'époque de Vitor Pereira, on parlait énormément de l'Assad, on parlait des gens qui se gavaient en commission externe, etc., etc. Là, ça commence à faire beaucoup. Je pense que notre club, pardon, est très gangréné par cet argent-là et c'est en train de salir l'image de notre club, tout simplement. Et ça se ressent au niveau des performances de l'équipe A maintenant. C'est ça qui est Ah, assez, mais totalement. qui est effroyable. Mm. Marc, t'as Tu quelque sais, chose à... quand tu as un effectif de 40 joueurs et que tu as 25 joueurs qui sont prêtés, tu peux te poser des questions. Voilà. Exactement. Non, mais ce que je dis, c'est que, voilà, c'est que ça mériterait une émission très très Ah, longue, ça mérite une juste sur émission le cas complète du parce qu'il y a FC vraiment Porto beaucoup sur ces de. dernières années, quoi. Parce qu'au final, sachant Ah que ouais, Conceição, totalement. sur le titre voilà, de 2010, a quand même été un arbre qui a caché une forêt assez incroyable de commissions, comme tu l'as dit, de choses assez incroyables au niveau de ce qui se au niveau de la périphérie du terrain au niveau du FC Porto. Marc, est-ce que tu as Et quelque le chose pire, à... c'est qu'on s'en coche pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Marc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le cas de ton club? Bah, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut faire une transition, ou limite une purge, où il faut tout nettoyer et presque repartir de zéro. Enfin, c'est peut-être un peu très très fort ce que je dis là, mais comme Louche l'a dit, il a beaucoup plus de connaissances que moi sur tout ce fonctionnement, sur tout ce personnel. Ça va pas, mais à tous les étages. Donc il faut vraiment faire un nettoyage, mais complet de ce club. Je ne vois absolument pas d'autre solution pour la suite. Je pense que voilà, pardon, le fils de PDC, comme Louis l'a dit, ça commence à faire beaucoup là, ce genre de personnes dans le club. PDC lui-même, je pense qu'il arrive aussi gentiment à son terme. Il faudrait pour la légende qu'il est, tant au niveau du club qu'au niveau portugais qu'au niveau international, je pense qu'il faudrait qu'il arrête gentiment avant de partir sur une très très mauvaise note qui pourrait totalement gâcher son image. Voilà, après, ce sont encore des détails, mais voilà, je crois que Louis a tout dit et ça va Mais tu être. vois, Marc, justement sur ce que tu disais là, euh, tu vois, c'est là on a le questionnement du qu'est-ce qui va venir après PDC. Ça fait des années qu'on essaie de se préparer à l'après PDC. Mhm, Quel nom? Il y a plein de noms qui ont circulé. Il y a eu plein de rumeurs. Il y a eu le maire de Porto. Il y a eu il y a eu 8 votes à un moment. mhm. On en a eu plein. Mais Avec en Bailly fait, aussi. j'ai Ouais. l'impression que plus on se rapproche de la date d'expiration, désolé du terme, plus on se Mhm, rapproche de la date d'expiration de l'ère PDC, en fait, et de plus en plus c'est flou et de plus en plus, en fait, il y a des gens qui essayent de vouloir les pleins pouvoirs et vouloir prendre les devants. Et en fait, c'est là que ça devient archi malsain au sein du club, tout simplement. Et plus cette date d'expiration elle arrive, plus c'est comme je vous ai dit, plus c'est flou. Donc là, tu te dis, en fait, on aurait dû encore laisser repousser, on aurait dû encore fermer les yeux.
peut-être que ça aurait Mhm. on aurait encore gagné. Je sais pas si je suis assez bon dans mes termes. On aurait peut-être gagné encore deux trois titres, ça nous aurait ralenti et on aurait dû tout changer Mhm. d'un coup. Parce que là, en fait, PLC, ça fait quoi? Ça fait 2 mandats, il nous dit qu'il prépare à sa descendance et qu'il prépare quelqu'un derrière, etc., etc., Exact. etc. Mais en fait, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a Mhm. que dalle, que chi, walou, nada, nadier, je sais pas, tu peux. Il n'y a rien du tout. Moi, c'est ça qui me sidère, vraiment, ça me sidère. Moi, je suis en train de. On le sait tous, comme toi, Marquinhos, on est passionné du Mhm. club et là, on voit rien. On a aucune, ah, comme on dit, monnaie de la pièce, c'est ça? Et je me souviens plus très bien de l'expression, Aucun mais c'est pas très retour. grave. Aucun, ouais, voilà. T'as rien du tout, t'as rien. J'ai Et Mhm. c'est moche à se répéter 30 000 fois ce mot-là, mais c'est réel, Si, voilà. si je peux rebondir sur tes propos, Louis, en tant qu'aussi supporter, je trouve qu'en fait, il n'y a rien de pire de savoir que. Parce qu'en fait, un entraîneur au niveau de ton équipe première, tu sais que tu peux le changer. Tu sais que tu peux changer certains joueurs. Ça, c'est pas impossible. Mais il n'y a rien de pire, je trouve, pour un supporter de se dire que sa direction est instable. Et de se dire qu'il n'y a pas de Ah, mais projet, totalement. qu'il n'y a pas de futur. Et je trouve qu'on retrouve un peu ça avec Porto aujourd'hui, et qu'on le retrouve bien évidemment avec le Sporting actuellement. Et donc, déjà, si on a des grands clubs qui actuellement n'ont pas des directions fortes et des directions qui sont stables, tout simplement, et qui ont un projet sur le moyen et long terme, et ben, on peut pas s'en sortir. Et aujourd'hui, quand on voit un Braga ou quand on voit un Benfica qui ont des directions quand même qui sont là depuis plusieurs années et qui semblent quand même avoir des projets sur le moyen et le long terme, Une toujours vision. voilà, une vision, bien évidemment, bien sûr, Alex. Aujourd'hui, on la voit pas du tout à Porto, et ça, je pense que déjà, juste d'un point de vue, globalement, sur le football portugais, c'est, c'est c'est pas bien puisque t'as nos grands clubs de locomotive qui sont mal gérés en quelque sorte. Et en plus, en tant que supporter, ça doit être très 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 frustrant parce que on se demande au final de quoi l'avenir va être fait. Et je comprends totalement ta frustration et la frustration de toi et de Marc et de nos supporters de Mhm. Porto aujourd'hui. Ah, mais c'est clairement la frustration. Carrément, la frustration nous fait perdre les mots. Mais là, comme tu as dit, Sporting et Porto sont à peu près sur le même cas. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, notre football portugais, c'est normal qu'il aille mal. Mhm. T'as deux des trois, pardon, Mathieu, des Non mais tu trois peux le dire, grands, non, enfin non mais des bien, quatre bien sûr, grands, mais deux des trois grands historiques du Portugal qui vont mal, qui leur direction, on va dire, je dirais même que le problème est plus profond à Porto depuis un peu plus longtemps que le Sporting, si tu veux tout savoir. Mais que ces deux grands clubs-là du Portugal soient dans le mal à la base, en fait, à la couronne de leur institution, soit aussi mal. Tu m'étonnes qu'après les résultats en Europe ne suivent pas, que Porto ne se qualifie pas en Ligue des Champions, que c'est mal géré, que le Sporting n'est que l'ombre de lui-même sur ces dernières années, parce que le Sporting faisait quand même encore peur il y a quelques années quand il y avait des classicos ou des derbies. Et c'est là que tu te dis non, là ça va trop loin, il y a un problème. Et c'est marrant, c'est que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est depuis des histoires, tu sais, de droitière sur les joueurs, etc. Depuis que c'est loi au Portugal, j'ai l'impression que tout a été trop chamboulé. ça a chamboulé globalement le Portugal de toute façon parce que tous les clubs passaient par cette tierce Bien propriété, sûr, passer par là. mais surtout le FC Porto. Ouais, c'est ça le truc, c'est que surtout Porto et Benfica. Benfica a fait une meilleure transition grâce à son centre de formation et donc a récupéré des capitaux plus facilement grâce à la formation, notamment voilà, des transferts très connus de Bernardo Silva, d'Eldar Costa, d'Ivan Cavaleiro, d'André Gomes très très tôt, très très jeune, sans qu'il puisse percer en équipe première. Mais et Porto n'a pas réussi à faire ça, pas, en tout cas, même au niveau de la formation, aujourd'hui on est en 2020 et Porto n'a pas Non, on réussi n'a à pas faire réussi. ce virage, quoi. Alors que la fin de la tierce propriété date de 2016. Bah, la Et, preuve, on le fait quand même d'une façon entre guillemets légale. On est un des seuls à l'avoir continué au Portugal. oui, bien sûr. Ah oui, avec tout ce qui est commission, avec tout ce qui est tous les joueurs qui passent Exactement. en équipe B et qui viennent notamment du club du Grêmio Anápolis. Tout le monde sait que c'est un club c'est un club de deuxième division du Brésil, un club fictif et il faut pas trop dire ce qui se passe là-bas. Mais non, non, mais c'est un club voilà, qui permet de blanchir de l'argent, c'est tout, faut le dire, c'est tout. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc voilà. Et donc sur la transformité, oui, ça a été. Est-ce que je pense que le FC Porto, depuis. Est-ce que c'est la seule responsabilité? Non, puisque tu as des clubs quand même qui. Enfin, je trouve, oui, que le FC Porto a été l'un des clubs qui a le moins bien géré cette période-là de la fin de la tierce propriété. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et du coup, tu te dis, tu vois, comme tu as dit, Benfica s'est rabattu sur leur sorte de formation, etc. Nous, il y a de la qualité, et même sur ça, on le gère mal. On gère tout mal, en fait. C'est ça qui est hallucinant. Tout est mal géré Mhm. à l'heure actuelle à Porto. Il y a,
t'as même pas un brin d'espoir quelque part, ou si on l'a eu un petit peu avec la Youth League, mais quand on a vu que tous nos talents sont entre guillemets gâchés, enfin, c'est l'impression que ça peut donner comme ça à l'extérieur en regardant rapidement, tu t'es totalement frustré sur la situation de ton club. Alex, juste, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce débat ou est-ce qu'on passe à Benfica? On peut passer à Benfica. Ouais. Bah, on va passer à Benfica juste avant de passer par, juste avant de passer par le match, fait, l'ouverture de la 18e journée, donc le début de la deuxième partie de saison en Liga NOS, juste pour dire que le Sporting fait toujours 0-0 à l'heure de l'enregistrement. Ah non, ils ont marqué. Non. Ils ont marqué. Non, il vient de marquer. Ils Camacho. viennent de marquer. Attends. C'est écrit vérification à l'attente. Bon, bah, c'était Du très coup, important. ils sont allés voir la Ils VAR. sont peut-être allés voir là-bas. Résultat C'est important. de Sporar apparemment. Ouais. Non, Camacho. Ah, tu dis là. Ok, non, vas-y, pardon, excuse-moi, c'est bon. Et voilà, c'est juste pour dire que le Sporting, peut-être qu'on finira l'émission avant la fin du match du Sporting. Guimarães a perdu tout à l'heure face à Rio Ave à domicile, donc c'est un résultat important dans la course au podium, puisque si Braga donc gagne après-demain face à Moreirense, Braga peut prendre un peu plus d'avance sur Guimarães qui marche pas très très bien actuellement en championnat. Famalicão qui a perdu hier à Santa Clara et qui est à la merci d'un Sporting pour le podium, et de Braga qui pourrait revenir donc à un point en cas de victoire après-demain. Et donc Porto joue demain face à Gil Vicente. Et donc on va revenir donc sur ce match de Benfica. C'est vrai que pendant une semaine on n'a pas parlé de Benfica parce que Benfica n'était pas en demi-finale n'était pas en demi-finale de coupe de la Ligue, mais ils sont revenus dimanche hier face à Passos Ferreira, un terrain toujours très compliqué d'aller jouer. Et donc je vais laisser la parole à Alexandre qui a vu le match en intégralité. Alexandre, victoire 2-0 de Benfica, but de Rafa et de Carlos Vinicius. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des hommes de Bruno Lage? Bah déjà, je voulais commencer par une petite parenthèse avec un petit avis sur l'équipe de Passos Ferreira qui m'a une nouvelle fois séduit. Donc, ça avait déjà été le cas, notamment au match aller. Et c'est une équipe que j'ai trouvée entreprenante, mais voilà, qui a pris des buts à des moments où c'est compliqué de prendre des buts. Donc, en fin de première mi-temps, ils prennent le premier but de Rafa. Donc, on va revenir là-dessus. Et en tout début deuxième période, donc je crois que c'est une minute après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, Vinicius plie un peu le match. À ce moment-là, c'est un peu compliqué pour eux de revenir. Donc, dans l'ensemble, c'est un match que j'ai trouvé plutôt équilibré au niveau des deux équipes. Alors, j'aimerais revenir sur deux points qui m'ont particulièrement marqué dans ce match. Donc, deux joueurs notamment. Donc, le premier, ce serait Julian Weigl. Donc, j'ai beaucoup aimé son rôle en fait dans l'équipe. Donc, on connaît sa qualité technique. Et en fait, je trouve qu'il apporte une qualité technique au milieu de terrain qu'un joueur comme Florentino Luis n'apporte pas dans l'utilisation du ballon. Donc, d'un point de vue là, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'il prenait beaucoup de risques balle au pied, notamment dans ses passes, avec un jeu qui était pas forcément, avec des passes pas forcément adressées au joueur le plus près. Il y avait beaucoup de prise de risque dans ses passes et parfois ça permettait de déstabiliser une équipe qui était relativement bien en place. Donc là-dessus, j'ai trouvé intéressant. Et puis au niveau de sa position, j'ai trouvé super intéressant parce il était très reculé, peut-être plus que lors de ses premiers matchs. Et en fait, du coup, comme il a une capacité technique qui est nettement au-dessus de la moyenne, et c'est pour ça que Benfica l'a recruté, du coup, en fait, il y a eu une sorte de marquage individuel autour de lui lorsque Benfica avait le ballon, parce que beaucoup de ballons étaient censés passer par lui. Et du coup, ça a totalement libéré des joueurs comme Ferro ou Ruben Dias, qui étaient beaucoup plus libres d'avancer balle au pied et d'organiser le jeu par derrière, parce que c'est des joueurs qui ont quand même une qualité technique assez intéressante pour des défenseurs centraux. Et si tu regardes bien, donc je ne sais pas si vous avez regardé le match ou même les buts, les deux buts viennent de ces deux défenseurs. Les deux buts viennent le premier vient du coup de Ruben Dias, qui a une totale liberté pour lancer Rafa en profondeur, donc qui après fait un festival, mais on va revenir là-dessus. Et donc le premier but vient de Ruben Dias, qui a une totale liberté, qui n'est pas du tout attaqué, parce que justement le positionnement de Julian Weigl permet à Ruben Dias d'avoir cette liberté balle au pied, et du coup crée un retard des attaquants de Passos
sur leur pressing. Ouais. Et le deuxième but, c'est une situation assez différente. C'est Ferro qui lance en profondeur Rafa sur une balle assez longue. Et là aussi, le décalage vient du défenseur central. Et je pense que cette liberté que les deux défenseurs centraux ont eue dans l'organisation, elle n'aurait pas possible, elle aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ce bon positionnement de Julian Weigl. Donc c'est pour ça que je pense que, au-delà de ses capacités individuelles, je pense que Bruno Lage est en train de tirer le meilleur de ce joueur-là qui vient d'arriver. Et en fait, son intégration va sûrement passer par là parce qu'en fait, elle permet à d'autres joueurs de se retrouver dans des positions préférentielles et dans des situations de faciliter la vie à d'autres joueurs, en fait. Donc, c'est surtout ça que j'ai trouvé intéressant sur Julian Weigl. Et puis, je voulais évidemment parler de Rafa, mais je pense que on va revenir un peu plus longuement sur ce joueur je voulais aussi parler de son entrée face au Sporting. C'est un joueur qui a souvent joué sur le côté, qui a presque toujours joué sur le côté. Et là, plus récemment, donc ça, je crois que la première fois que Bruno Lage l'a fait démarrer dans une position plus axiale, c'était contre Lyon en Ligue des Champions. C'est ça. Et il marque le but avant de se blesser, donc il joue une vingtaine de minutes. Et donc pour l'instant, il en est à peu près 150 minutes jouées dans cette position un peu axiale, un peu électron libre. Ouais. Je ne vais pas faire de parallèle maladroit, mais un peu dans la position qu'on pouvait retrouver João Félix la saison dernière. Un peu dans ce registre-là d'organisateur, mais aussi de dynamiteur du jeu en phase offensive. Donc le joueur vraiment qui va apporter cette accélération et cette transition entre l'attaque et le milieu qui a souvent manqué à Benfica, à mon sens. Et donc, en 150 minutes, à peu près 150 minutes dans cette position, il a déjà marqué 4 buts et réalisé une passe décisive. Donc, c'est un joueur qui m'impressionne d'une part par sa capacité à répondre aux attentes assez rapidement dans une position qui n'est a priori pas naturelle pour lui, mais qui finalement, je trouve que cette position, elle lui va parfaitement. Et ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est surtout la facilité dans laquelle la facilité à laquelle il arrive à se mettre en position de frappe. Pour un ailier, je trouve ça assez remarquable. Pour un ailier qui n'a pas forcément l'habitude de se retrouver tout le temps à la surface, je trouve ça assez remarquable. Quand on voit le deuxième but qu'il met contre le Sporting, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fait un pressing sur le défenseur du Sporting. Donc, du coup, le défenseur de Sporting renvoie la balle un peu au hasard il me semble que c'est sur Vinicius. Et le déplacement de Rafa, je trouve qu'il est assez impressionnant parce qu'il se retrouve hors jeu. Et il fait 2-3 pas en reculons tout en s'alignant avec le dernier défenseur du Sporting. Il reçoit la balle et en fait, avec l'orientation de son corps et son contrôle qui est juste parfait, il arrive à se mettre en position de frappe et il fusille Maximiano d'un ballon de l'extérieur, un vrai geste d'attaquant, quoi. Et je trouve ça assez bluffant pour un joueur qui a l'habitude de jouer sur l'aile, de toute façon à s'adapter aussi bien à ce poste-là. Et j'ai aussi noté le but qu'il met, le premier but, l'ouverture du score du match contre le Passos. Il fait un appel entre le défenseur central et le latéral gauche de Passos, donc un appel d'avant-centre, qui l'amène sur son pied droit. C'est vrai qu'il est super bien servi par Ruben Dias, mais il fait le bon appel, il est bien servi. Et avec un crochet qui l'amène finalement sur son mauvais pied, il arrive à avoir le sang-froid et la lucidité de tromper le gardien. Et voilà, c'est vraiment des attitudes de joueur d'axe. Donc moi, c'est ce qui m'a un peu surpris venant de lui. Je le connaissais très très bon sur le couloir, mais je pense que dans l'axe, il a peut-être trouvé un poste qui allait encore mieux avec ses qualités. Toi, je sais que tu l'as connu à Braga, Mathieu, donc j'aimerais avoir ton ressenti là-dessus. Je sais qu'il a joué quelques bouts de match ou quelques matchs à Braga dans cette position axiale aussi. Mais je voulais vraiment avoir ton ressenti là-dessus sur cette nouvelle position et je pense qu'il va même retourner dans cette position d'ici la fin de la saison avec Servi qui fait des bons matchs à gauche et en parallèle Chiquinho que moi j'aime beaucoup mais qui déçoit peut-être un petit peu sur ses dernières prestations, qui ne répondent pas forcément aux attentes. Donc je pense qu'il va être amené à retrouver ce poste de second attaquant derrière Vinicius et je pense que c'est
en mon sens, un poste qui lui va bien. Donc, je voulais vraiment amener le débat là-dessus, voir ce que vous en pensiez. Je pense que même Marquis et lui, je dois avoir un avis là-dessus parce que c'est un joueur voilà, qui a joué en sélection, qui est quand même assez important dans le championnat portugais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle position de Rafa Silva est-ce que c'est en cohérence avec ses qualités finalement? Si je peux commencer, les gars, par rapport à Rafa. Déjà, en fait, c'est pas que je trouve que c'est un abus de langage pour lui de dire que c'est un ailier. C'est-à-dire que oui, tout le monde le connaît sur ce côté gauche pour piquer sur son pied droit, mais à Braga, et même l'année dernière, je trouve que c'est pas qu'il s'est pas forcément distingué par sa capacité à longer la ligne et à faire des centres, tu vois. Je trouve que c'est quand même, si je reprends Ouais, ce but face au FC Porto, peut-être pas le but du titre, mais le but en mars dernier au Dragão, son but, très important, très important. mais Ouais. si tu regardes, si tu sur ce but-là, il est quand même sur des combinaisons axiales entre les lignes pour ensuite se mettre sur son pied droit à l'entrée de la surface de réparation. Et il n'est pas juste sur une position Totalement différent avec deux. d'ailier. C'est avec Voilà, Félix, non? c'était avec Pizzi. C'est avec Pizzi qui fait Euh, le fait que ce trio qui a pas souvent joué ensemble réussisse à déjà avoir des mouvements, des automatismes, je trouve ça vachement intéressant. Et dans une position, comme tu le disais, qui est nouvelle pour Rafa, je trouve que c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus surprenant et qu'aujourd'hui, je suis persuadé que Bruno Lage va vraiment insister sur cette formule-là. Et je pense même que la composition qu'on a pu voir ce dimanche, c'est vraiment ce que Bruno Lage considère aujourd'hui comme presque son équipe type, quoi. Moi, il y Peut-être a, un petit débat sur l'arrière droit, mais au final, je pense que c'est vraiment ce qu'il considère comme son équipe type si on considère que Tarap est définitivement passé derrière Weigl. Moi, il y a quelque chose qui me choque et qu'on n'a pas dit. Au-delà que ce soit un joueur très complet et très bon et que ce soit un homme fort de Benfica ces derniers temps. Et d'ailleurs, je pense que s'il continue à ce niveau, il va pas tarder à frapper à de plus grandes portes. Euh, il revient d'une grosse blessure quand même. C'est-à-dire que très la grosse blessure. préparation a été top. Il revient d'une très grosse blessure. Et il est à ce niveau-là tout de suite, dès qu'il est remis dans le grand bain. Donc c'est ça aussi qui caractérise sa force et qui pour moi démontre que ça pourra continuer à être un très bon joueur par la suite. Si je peux compléter, Louis, déjà, je pense que Rafa est peut-être le joueur, peut-être à Benfica, qui a le plus de talent offensivement actuellement. Et Totalement. peut-être pas très très loin par rapport à Pizzi, parce que Pizzi est un joueur d'une régularité, en tout cas en championnat, qui est impressionnante. Mais par exemple, je vois pas Pizzi aller taper plus haut qu'un club, je ne vais pas dire la Liga Noche, parce que je pense qu'il aurait le niveau de jouer dans un autre championnat, mais pas dans un très grand club. Alors que Rafa, je pense qu'il a encore une marge de progression et qu'il peut encore taper plus haut. Et Je suis d'accord avec qu'aujourd'hui, toi. depuis qu'il n'y a plus Jean-Félix, bah, c'est vrai que cette position axiale qui pour moi met en valeur, le mettra peut-être encore plus en valeur parce qu'il va peut-être marquer encore plus et qu'il va être plus décisif et plus important dans le jeu de Benfica, comme l'était un petit peu Jean-Félix la saison dernière, par cette même position, et bah, ça va le mettre encore plus en valeur. Et oui, pourquoi pas aller chercher plus haut l'année prochaine. Après, je voulais juste revenir aussi sur ce qu'avait dit Alex par rapport à la complémentarité qu'il avait avec Pizzi. C'est vrai qu'avec cette position-là, il sera plus proche de Pizzi. Donc, tu as les deux joueurs créatifs qui sont plus proches. Et si on regarde le premier but face au Ferreira, on observe l'appel de balle de Pizzi qui va libérer l'espace pour Rafa ensuite dans la profondeur. Et c'est vrai que quand on a ces joueurs qui sont là encore plus proches que la saison dernière, et là, tu as des joueurs créatifs qui sont deux joueurs créatifs exceptionnels pour notre championnat, bah forcément ça fait des dégâts et ça a fait des dégâts, notamment hier face à Paços Ferreira. C'est ça. Quelque chose à rajouter, les gars, sur le match de Benfica? Du tout. Pour moi, c'est tout bon. Et ben Alex, tu rien à rajouter? Je pense qu'on a été complet sur Rafa, Non, non, non. qui a été l'homme de cette journée, je pense, la journée n'est pas finie, mais qui a été l'homme de cette journée, de ce Bah, week. pour la deuxième fois de suite, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais. Donc le but du là Sporting contre le Sporting. le but du Sporting a été annulé, d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on va finir l'émission avant, désolé pour nos amis sportingistes, donc on n'aura pas Sergio pour nous faire le débrief. Attends, moi je viens d'avoir une notification de Borja. Ah bah j'ai pas eu cette notification encore. Mais bon, Ouais. Donc 1-0-76. Ah peut-être. Bon, c'est pas grave. Les mentions Ah non, c'est spéciales. pas grave. Les mentions spéciales, les gars. Moi
j'aimerais la faire en dernier, donc si vous avez une mention spéciale avant. Moi, Ouais, moi j'en j'ai une ai. petite mention Vas-y, spéciale. Alex. Bah, vas-y, je vais commencer. Moi, c'était pour Diogo Dalot. Bah, déjà, ouais, voilà, une petite pensée pour Kobe, et qui nous a malheureusement quitté. Je pense que ça a touché un peu tout le monde. Et au-delà du sport qu'il représentait, je pense que c'est une figure qui dépasse le cadre du basket et même le cadre du sport, tant cette figure est emblématique. Et voilà, la deuxième mention spéciale, c'était pour Diogo Dalot qui a marqué son premier but avec Manchester. J'espère que ça va lancer enfin sa carrière mancunienne, même si voilà, C'est c'était un un match de match de coupe. coupe. C'était un match de coupe, c'est vrai, c'était un match avec un enjeu relatif. Mais voilà, j'espère que ça va quand même le mettre en confiance parce que déjà, c'était un but qui est assez joli. Je pense que vous l'avez vu. Ouais. C'est un but qui était assez joli dans sa réalisation. Et voilà, je pense que ça va le mettre en confiance, ça va lui faire énormément de bien. Il ressort de plusieurs blessures de suite et d'un passage compliqué avec l'arrivée d'un concurrent de taille à son poste. Et voilà, j'ai espoir que ça lance enfin son parcours mancunien et que ça lui permette de rebondir et de se relancer en deuxième partie de saison. Et voilà, donc j'étais content pour lui. Oui. Bon, moi, ça, je pense 1, 2, 3, je vais y arriver. Ma mention spéciale sera pour Kobe Bryant, tout simplement. Je pense qu'un grand champion, comme l'a dit Alex, qui a représenté peut-être un sport, mais encore un peu plus, c'est dommage. Sa fille et puis toutes les victimes durant l'accident, parce qu'on a tendance aussi à oublier les autres personnes qui étaient avec. Et j'aimerais, si vous me le permettez, juste me citer un petit tweet du groupe Cavs France, qui pour moi, je trouve, qui était une vraie leçon de vie, notamment à la perte d'un champion et de sa mentalité, qui était notamment énormément connue. C'était levez-vous demain en vous battant pour vos rêves, battez-vous pour ce qui compte pour vous, donnez tout, ne laissez rien vous stopper et atteignez vos objectifs. Car oui, c'est ça la Mamba Mentality. C'était du coup le surnom qu'avait Kobe. Et je trouvais que ces phrases étaient super puissantes. Et ma petite dernière phrase sera profitez de la vie, les amis, parce qu'elle est vraiment très courte. Marc. Bien évidemment, une mention spéciale pour Bryant qui nous a quitté bien sûr tragiquement. Bon, ça, c'est voilà, on l'a tous vécu à notre propre manière. Pour ceux qui suivaient un peu plus le basket, ceux qui suivaient un peu plus les Lakers, etc. Je vais pas rajouter forcément quelque chose de nouveau. Une autre mention spéciale, peut-être un petit peu plus drôle, une petite mention spéciale à ma capuche qui a pris feu lors du déplacement à Neuchâtel. Ça, c'est une superbe étincelle. Oh, ultra, ça va. Non, ma capuche qui a pris feu, heureusement que j'avais un sapeur pompier derrière moi qui m'a mis une grosse torgnole dans le dos pour éteindre les capuches. Mais C'est comme ça les pompiers en c'est Suisse. ça. Ah oui, bah, C'est comme ça. Ok. tu fais ton petit déplacement, tu fais ton petit cortège à plusieurs centaines de supporters, et puis donc tu te retrouves au milieu des fumigènes, des enjeux pyrotechniques, et d'un coup, paf, tu prends feu. Non, maintenant si je fais une véritable mention spéciale concernant le football portugais, j'aimerais revenir sur les larmes de Mario Barro qui m'ont beaucoup touché, parce que le petit faisait son anniversaire le jour de la finale, et que voilà, je me suis mis un peu à sa place, c'était son anniversaire, il s'attendait à mieux, et puis je me dis qu'il y aura des jours meilleurs, tant pour le football portugais que pour Porto, que pour le monde en général. Et puis voilà, je vais laisser Mathieu conclure. Alors moi je voulais conclure sur la stat du CIE sur les expected points, sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié le tableau. Donc c'est pas grave. Donc je vais faire une mention spéciale sur le match d'hier entre la Lazio et la AS Roma de Paulo Fonseca, un partout. Et dire que la AS Roma méritait largement cette victoire face à la Lazio et qu'il s'est bien fait trahir par son gardien. Donc voilà, mais voilà, un petit point Paulo Fonseca, tout le monde, nos auditeurs connaissent mon amour pour cet entraîneur-là qui aurait dû gagner ce match et qui aurait été beau de gagner son premier derby de la capitale à Rome. Très très beau match de la part de la Roma qui ne s'est malheureusement pas converti par une victoire. Manque de réalisme encore. Toutes les équipes que je suis de toute façon sont en manque de réalisme, donc voilà. Mais
un petit mot pour l'aroma de Paolo. Donc, les gars, on arrive à la fin de notre émission très complète, hein. Bonne heure et demie. Donc, merci à vous. Merci pour votre disponibilité pour cette émission. On reviendra en direct, je l'espère, lundi prochain pour revenir bien sûr sur les matchs de Ligue 1 et sur l'actualité autour du football portugais. Merci les gars et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne Ciao, ciao. soirée. Bonne soirée, merci. Ciao.